Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de la menace de la forêt. J'espère que de votre côté vous allez bien, en tout cas mieux que moi comme d'habitude. Avant de lire la suite, voilà, je commence déjà à tousser. Je suis désolé de ne pas avoir sorti de vidéo dimanche passé parce que j'ai été vraiment malade comme pas possible. Je n'ai pas arrêté de... désolé de rentrer dans les détails, mais de vomir tellement que pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. J'ai perdu au moins passé 5 kilos en quelques jours à peine. Et j'ai vomi du sang, donc ce qui m'a valu un petit séjour aux urgences. Donc ici, on va dire que ça va pour un mieux, malgré que j'ai encore une toux. Mais à part ça, ça va. Alors, deuxième chose que je voulais vous parler, du fait que vous êtes des dingues, parce que vous vous êtes abonnés, mais très rapidement. Donc on a dépassé les 1000 abonnés, nous sommes dans les 1020 et quelque chose peut-être. Donc en ce qui concerne mon projet des 1000, bah, comme je vous l'avais déjà dit, je vais le faire mais dans la durée, donc ça ne sera pas une vidéo spéciale 1000 abonnés malheureusement, mais ça sera quand ça sera prêt, je vous la sortirai. En attendant, continuez de me poser des questions pour la FAQ, elle va se faire mais après la fin de la menace de la forêt, je ne vais pas faire une FAQ en pleine histoire, donc continuez à m'envoyer vos questions et je les note, comme ça après on aura de quoi bien discuter après la menace de la forêt. Et dernière petite chose, alors vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est peut-être mon ego qui parle, c'est peut-être ma fierté qui parle, c'est peut-être la jalousie qui parle, mais avant de commencer cette chaîne de lecture ASMR, en tout cas centrée sur les chairs de poule et tout un tas d'autres livres qu'on va lire, donc ça on en parlera plus dans la FAQ. J'avais bien pris renseignement pour savoir si quelqu'un d'autre l'avait fait avant moi, parce que si ça avait été le cas je l'aurais pas fait, j'aurais peut-être fait autre chose mais je n'aurais pas fait ça en tout cas. Et à part un mec que j'avais vu qui a sorti une vidéo, une histoire sur chair de poule il y a plus de 8 ans, ou des petites ASMR artistes qui lisent des extraits de chair de poule pour dire de se rappeler des souvenirs, il n'y a pas vraiment eu de personne autre que moi pour dire de vous lire les chairs de poule. Et pendant que j'étais en convalescence, il y a un mec sans gêne. Je sais pas si c'est un abonné, je sais pas s'il est de passage ou s'il va voir cette vidéo, mais j'ai pas du tout apprécié le fait qu'il est venu sur ma toute première vidéo, faire sa pub de sa chaîne à lui qui venait d'ouvrir pour expliquer qu'il allait faire donc que sa chaîne allait être basée sur, comme moi, la lecture des chairs de poule, et que ça. Je sais que YouTube est vaste et que je n'ai pas le monopole des lectures audio des chairs de poule, mais je trouve ça chiant, excusez-moi du terme, du fait que ce n'est pas comme le monde du gaming où tout le monde joue au même jeu, dont c'est pas comme si j'avais une guitare et que je faisais de la guitare en vidéo et d'autres font de la guitare parce que ça c'est vaste aussi, mais là je trouve que c'est culotté de venir faire sa pub sur ma chaîne expliquant qu'il allait faire exactement la même chose que moi, donc centré sur les lectures de chair de poule. Je sais pas, lié autre chose, non? Donc donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me saoule parce que vous êtes quand même beaucoup, vous êtes vraiment nombreux à m'envoyer de beaux messages en disant oui, dommage que je t'ai pas connu avant, je suis trop content que tu fais ce genre de chaîne parce que ça me rappelle des souvenirs, grâce à toi ça m'aide à faire telle ou telle chose, et patati et patata. Et ça veut dire que chaque personne qui va s'abonner à sa chaîne, à lui, il sera pas ici. Parce qu'il fait exactement la même chose que moi. Donc encore une fois, est-ce que c'est la jalousie qui parle, l'ego, la fierté, peu importe. Moi, je trouve que c'est saoulant de me dire que je vais lire tous les chairs de poule, les dérivés chairs de poule, les Horrorland, les Monsterland, les rues de la peur, les bus de l'horreur, mais ça on en parlera dans la FAQ, et de me dire qu'il y a quelqu'un qui vient de commencer sa chaîne, parce que quand je vous dis qu'il a fait sa pub, j'ai été voir, malheureusement je n'ai plus son pseudo, je me rappelle plus qui c'est. Le mec, quand j'ai été voir sa première vidéo, donc du tout premier livre, il venait de la sortir il y a une demi-heure. Donc le mec, j'ai vu son commentaire, posté il y a 2 heures, donc quand je l'ai découvert, posté il y a 2 heures, je vais sur sa chaîne il venait de l'ouvrir, il venait de la créer. Il y a une demi-heure, la vidéo elle était faite, et le mec, donc il a vu ma chaîne, il s'est dit, oh tiens, je vais lire des chairs de poule. Et bien évidemment le mec se vante qu'il va lire le tome 2, le tome 3 et tous les autres tomes. Donc voilà, ça peut peut-être ne pas plaire à certains d'entre vous en disant, oui mais tu te prends pour qui et patati patata, mais moi ça m'emmerde. Personnellement, il a qu'à lire autre chose. Enfin voilà, je vais vite me faire un petit récap de là où on en était, parce qu'à cause de ma maladie, je ne sais plus où on en était. Déjà, comment il s'appelle? Ah oui, Marie et Justine.
Ah oui, ils avaient suivi... Ah oui, oui. Ils avaient suivi un chien loup, un truc comme ça, qui avait un message autour du cou pour dire que une personne apparemment savait pourquoi les gamins et le père, qui ronflait à tue-tête, étaient dans la forêt pour retrouver donc un coffret en argent très rare, ancien, tout ça. Je pense qu'ils se sont paumés parce qu'ils ont suivi les mauvaises traces de pas, ils ont suivi un cerf. Et on en était là parce qu'ils se sentaient absolument perdus dans la nuit noire. Donc, comme d'habitude, installez-vous confortablement pour la suite de l'histoire. Peut-être que le chien va les retrouver, on ne sait jamais. Oui, voilà. Nous avions suivi le mauvais animal et maintenant nous étions perdus dans la forêt irrémédiablement. Donc on s'en était laissé là avec Marie et Justine face au cerf. Comme d'habitude, installez-vous confortablement et je vous souhaite une excellente écoute. Le grand cerf nous regarda, puis tourna les talons. Il traversa la clairière et disparut entre les arbres. Je le regardais s'éloigner, tétanisé, et me tournai vers Marie. On a fait une grosse erreur, parvins-je à articuler. Je croyais qu'il s'agissait du chien, je te jure. Il ne faut pas paniquer, répondit Marie, en venant se blottir contre moi. Une rafale de vent agita les hautes herbes et une longue plainte siffla dans les branchages derrière nous. Je m'efforçai de l'ignorer. Tu as raison, ne paniquons pas, approuvai-je. Pourtant mes jambes flageolaient et ma bouche était sèche comme un vieux buvard. Rebroussons chemin, suggéra Marie. Nous n'avons pas marché bien longtemps. Nous devrions facilement retrouver la tente. Par où sommes-nous arrivés ? Demanda Marie après avoir regardé les alentours. Je tournai la tête dans tous les sens. Par là ? Non. Par là ? Je ne savais plus. Nous devrions peut-être nous inquiéter, admis-je finalement. Pourquoi a-t-on fait ça ? Se lamenta Marie. Pourquoi a-t-on été si stupide ? Nous voulions aider papa, lui rappelai-je. Et maintenant nous ne le verrons plus jamais. J'aurais aimé trouver des arguments pour la rassurer, mais mon esprit restait désespérément vide. Cette forêt s'étend sur des kilomètres, s'énerva-t-elle. Le pays tout entier est probablement couvert de forêts. Personne ne viendra à notre aide. Nous finirons dévorés par des ours avant qu'on nous retrouve. Ne parle pas d'ours, suppliai-je. Il n'y en a pas dans ces bois. Enfin, j'espère. Rien qu'à cette idée, une bouffée d'angoisse me saisit. Papa nous avait raconté tellement d'histoires où des enfants finissaient dévorés par des ours. À une époque, c'était une de ses fins préférées. En tout cas, ce n'était pas la mienne. Le vent tourna, balayant les hautes herbes. Une fois encore, je perçus des bruissements d'ailes, et couvrant ce bruit, un autre son plus rauque. Non, je devais rêver. Je dressai néanmoins l'oreille et l'entendis encore. Était-ce réellement un aboiement ? Je me tournai vers Marie. À en juger par son air réjoui, elle aussi l'avait entendu. « C'est Vif-Argent !» s'écria-t-elle. « Il nous appelle !» Une longue série d'aboiements sonores s'éleva alors des bois. Pas de doute, il nous appelait. Nous fonçâmes sans plus tarder dans cette direction, slalomant entre les arbres et évitant les buissons. Plus vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le sol disparaisse sous nos pieds. Et là, ce fut la chute. Une longue chute sans fin. « Oh non !» hurlai-je. « C'est le gouffre sans fond !» J'atterris lourdement et m'affalai de tout mon long. « Ouf !» lâchai-je, le souffle coupé. Finalement, ce gouffre avait un fond, et même un fond assez dur. Je cherchais Marie. Elle s'était déjà redressée et essuyait la terre qui maculait son jean. « Qu'est-ce que tu as crié ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas très bien entendu. »« Rien, rien, marmonnai-je. C'était un cri, c'est tout. » Je regardais derrière nous. Nous avions chuté qu'à peine 2 mètres. Ce n'était pas exactement ce qu'on pouvait appeler un gouffre sans fond. Je me détournai légèrement sous prétexte de brosser mes vêtements et masquais de la sorte mon embarras. Nous escaladâmes sans peine la petite butte au bas de laquelle nous étions tombés. Vif-Argent nous attendait. Ses yeux marrons et bleus semblaient nous dire « Alors les gosses, on a du mal à suivre ?» À peine l'avions-nous rejoint qu'il repartit en battant joyeusement de la queue. Mais il se retournait régulièrement pour s'assurer que nous étions toujours là. J'étais encore sous le choc de notre chute. Même si nous n'étions pas tombés de très haut, mon cœur continuait de battre la chamade. « Papa et ses histoires de dingue !» me dis-je en secouant la tête. Un gouffre sans fond. Quelle idée ! Enfin, ce n'était pas plus absurde que de suivre un grand chien blanc au cœur de la forêt brovanienne, de surcroît, en pleine nuit.
Marie et moi aurions au moins une belle histoire à raconter à notre retour. Ça pourrait s'appeler la légende des deux idiots, à moins que nous découvrions le coffre en argent qui nous rendrait riches et célèbres. Telles étaient mes pensées tandis que nous suivions Vif-Argent sur un petit sentier. L'animal bondissait sans peine par-dessus les fourrés et les troncs d'arbres morts, et nous devions courir derrière lui pour ne pas le perdre de vue. Bientôt, le chemin déboucha dans une vaste clairière. Le chien fila en direction d'une petite cabane en rondin, éclairée par la lune. La cabane avait un toit de tuiles rouges. La façade était percée d'une seule fenêtre. Une cheminée de pierre se dressait à l'extérieur, sur le flanc gauche. Ça devait être une sorte de barbecue. À côté, il y avait un tas de bûches soigneusement rangées. Aucune lumière ne filtrait par la fenêtre. La maison semblait inoccupée. Vif-Argent poussa la porte avec sa tête et disparut à l'intérieur. Marie et moi hésitions à l'orée des bois. On regardait la petite maison, attendant que quelqu'un en sorte. La porte était restée entrebâillée. Nous fîmes timidement quelques pas en direction de la cabane. « C'est là qu'il voulait nous conduire, » chuchota Marie. À la manière dont il s'est précipité dans la maison, Vif-Argent semblait content de l'avoir retrouvé. « Tu crois qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va nous aider ?»« Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, » répondis-je. « Cette maison ressemble à celle des contes de papa que nous aimions entendre quand on était petits, » remarqua Marie. « Tu crois qu'elle est en sucre et en gâteau ?» gloussa-t-elle. « Oui, bien sûr, » fis-je, exaspéré. Ce n'était pas le moment de plaisanter. « Tu te souviens de cette histoire ?»« Oh, je t'en prie, plus d'histoire, suppliai-je. Allons-y, entrons pour voir. » Je marquai un temps d'arrêt devant la maison. « Ohé !» Pas de réponse. « Il y a quelqu'un ?» lançai-je en forçant la voix. Toujours rien. J'essayai une nouvelle fois, les mains en porte-voix. « Ohé ! Il y a quelqu'un ?» Je poussai lentement la porte et entrai. Marie me suivit. Nous pénétrâmes dans une cuisine douillette. À côté d'une miche de pain, une chandelle brûlait sur une petite table accolée à un mur. Une grosse marmite noire était suspendue dans l'âtre et un fumet alléchant flottait dans la pièce. Je n'eus pas le temps d'apercevoir autre chose. À peine avions-nous fait quelques pas qu'une silhouette jaillit d'une pièce fermée par un rideau. C'était une femme imposante en robe grise. Ses yeux étaient d'un vert étonnant. De longues tresses blondes entouraient ses joues rouges. Elle portait un casque avec des cornes, comme ceux des Vikings, ou comme ces femmes qui braillent à l'opéra. Elle avait des bras impressionnants et des bagues à tous les doigts. Un large médaillon orné en son centre d'un joyau se balançait sur sa poitrine généreuse. Elle se glissa prestement derrière nous et claqua la porte dans notre dos. Sa bouche se tordit en un rictus mauvais. « Ah ah, je vous ai eu !» ricana-t-elle d'une voix éraillée et fielleuse. Son rire sardonique mourut dans une quinte de toux. Elle nous jeta un regard brillant de haine, ses yeux verts reflétant la lueur de la chandelle. « Fichons camp d'ici !» C'est ce que j'aurais voulu hurler, mais seul un couinement plaintif s'échappa de ma gorge. Marie fut la première à réagir. Elle s'élança vers la sortie. Je voulus la suivre, mais mes jambes étaient en caoutchouc. La grosse femme changea alors brusquement d'attitude. « Allons, calmez-vous, les gamins, » lança-t-elle avec un large sourire. « Je voulais juste plaisanter. » Je la contemplais, bouche bée. « Quoi ?»« Excusez-moi, j'ai un curieux sens de l'humour, » reprit-elle doucement. « Ce doit être de vivre seule au fond des bois. Je ne peux pas résister à une bonne blague quand l'occasion se présente. » Je ne comprenais toujours pas. « Vous voulez dire qu'on n'est pas prisonnier ?» balbutiai-je d'une voix tremblante. Elle secoua la tête et les cornes de son casque s'agitèrent en cadence. À cet instant, elle me fit penser à un énorme taureau gris. « Je ne voulais pas vous piéger. Si Vif-Argent vous a conduit jusqu'à moi, c'est bien pour que je vous aide. » Elle désigna le grand chien blanc qui s'était assis près de l'âtre. Il lapait l'eau fraîche d'un bol et levait de temps à autre les yeux vers nous. Marie et moi n'avions pas quitté les abords de la porte. Cette femme était étrange et plutôt inquiétante, avec ses yeux verts qui brillaient sous son casque à cornes. Elle paraissait si forte. « Est-ce qu'elle nous a vraiment attirés ici pour nous venir en aide, ou elle est complètement folle ?» songeai-je. « Je sais tout ce qui se passe dans cette forêt, » annonça-t-elle avec un air de conspirateur. Elle leva le médaillon devant son visage et fixa le joyau avec intensité. Rien ne m'échappe. Je jetai un rapide coup d'œil à Marie. Elle non plus n'était pas rassurée.
Sa main hésitait à saisir la poignée de la porte d'entrée. Près de l'âtre, Vif Argent bâilla à s'en décrocher la mâchoire et s'allongea, la tête entre ses pattes. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle soudain. Elle laissa le lourd médaillon retomber sur sa poitrine et nous regarda. « Justine et Marie, répondis-je timidement. « Moi c'est Ivana, reprit-elle en me toisant. Sais-tu ce que ce prénom veut dire ?» Je m'éclaircis la gorge et bafouillai, mal à l'aise. Non, je... Eh bien, moi non plus, s'exclama-t-elle. Elle rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire tonitruant qui fit rebondir son médaillon. Elle riait si fort qu'elle faillit perdre son casque. Ivana retrouva bientôt son calme et nous regarda attentivement, les poings sur ses hanches. « Vous êtes à moitié gelé, reprit-elle. Je crois savoir ce qu'il vous faut. Une bonne soupe bien chaude. Allez, asseyez-vous. » Elle désigna la petite table en bois que nous avions remarquée en entrant. C'était vrai. Malgré la douce chaleur qui régnait dans la pièce, j'étais glacé jusqu'aux os. Nous avions marché longtemps dans le brouillard, et je ne parvenais pas à me réchauffer. Cependant, Marie et moi hésitions à nous éloigner de la porte. Je crois que ma sœur pensait à fuir, tout comme moi. « Notre père doit nous chercher, murmurai-je. Il peut arriver d'une minute à l'autre. » Ivana se dirigea vers l'âtre. « Pourquoi n'est-il pas venu avec vous » demanda-t-elle en prenant 2 bols sur une étagère. « Nous n'avons pas pu le réveiller » lâcha Marie sans réfléchir. Je la fusillai du regard. « Il a le sommeil lourd, c'est ça » voulut savoir Ivana. Elle nous tournait le dos et remplissait les bols de soupe fumante. Je me rapprochai discrètement de ma sœur. « Si on veut partir, c'est le moment ou jamais, chuchotai-je. Marie regarda vers la fenêtre et frissonna. « Je suis frigorifiée, avoua-t-elle, et la soupe sent si bon. »« Allez, asseyez-vous, ordonna la femme. Nous cédâmes et allâmes nous asseoir à la petite table. Ivana nous apporta 2 bols de potage brûlant. Un large sourire illumina son visage. « Voilà un bon bouillon de poule avec du vermicelle. Ça vous réchauffera et vous donnera des forces avant l'épreuve. » « L'épreuve » m'alarmai-je. « Quelle épreuve ?»« Mangez tant que c'est chaud » se contenta de répondre Ivana. Elle retourna vers l'âtre et flatta la tête du chien au passage. Je soulevai mon bol et le humai d'un air soupçonneux. Ça sentait délicieusement bon. J'avalai une cuillerée et approuvai. C'était succulent. De l'autre côté de la table, Marie semblait elle aussi apprécier le breuvage. J'allais engloutir une autre cuillerée de vermicelle quand Ivana se tourna brusquement vers nous. Elle pâlit, les yeux agrandis par l'horreur, et désigna les bols d'une main tremblante. « Vous n'y avez pas encore goûté, n'est-ce pas ?»« Quoi ?» m'exclamai-je en même temps que Marie. « N'y touchez surtout pas !» s'écria Ivana. « J'avais oublié, j'y ai mis du poison. » Je lâchai la cuillère, qui retomba dans le bol, m'éclaboussant au passage. J'empoignai mon ventre, m'attendant à ressentir d'atroces brûlures à l'estomac d'un instant à l'autre. Marie, quant à elle, ne s'inquiétait pas outre mesure. Elle leva les yeux vers Ivana. « C'est encore une blague, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Ivana avant d'éclater de son rire tonitruant. Je déglutis avec peine. Pourquoi n'avais-je pas deviné qu'il s'agissait d'une plaisanterie? Je déteste que Marie comprenne les choses avant moi. Je le savais, marmonnai-je entre mes dents. Ivana s'avança vers nous. Cette soupe n'est pas empoisonnée, mais attendez un instant avant de terminer votre bol. J'aimerais lire dans le vermicelle. Comment ça, m'étonnai-je. Elle prit mon bol et se pencha dessus. Bientôt la vapeur fit apparaître des gouttelettes sur ses joues. Ce bouillon de poule va me permettre de connaître votre avenir, murmura-t-elle d'un air mystérieux. Elle contempla mon vermicelle, puis entreprit de lire dans le bol de Marie. Oui, disait-elle pour elle-même. Ivana se redressa finalement et croisa ses bras puissants sur sa poitrine. Ses joues étaient devenues écarlates sous l'effet de la vapeur. « Mangez maintenant, dit-elle. Mangez avant que ça refroidisse. »« Eh bien, qu'avez-vous lu dans le vermicelle ?» demandai-je. Son expression devint alors grave, extrêmement grave. « Vous tenterez l'épreuve demain matin, annonça-t-elle. J'avais bien raison. Je sais pourquoi vous êtes ici dans cette forêt. Je sais ce que vous cherchez. » Elle ajusta son casque sur sa tête. « Je peux vous aider à le trouver, mais il faut d'abord réussir l'épreuve. »« Quelle sorte d'épreuve ?» demanda timidement Marie. « Une épreuve de survie. »
Ça, je m'en serais douté, grommelai-je. Et si on ne veut pas passer cette épreuve, s'insurgea ma sœur. Alors vous ne trouverez jamais le coffre en argent, déclara Ivana sur un ton sans réplique. Et comment savez-vous que nous sommes à sa recherche s'étonna Marie. Je sais tout ce qui se passe dans cette forêt. Mais notre père doit nous accompagner, protestai-je. Cette quête est très importante pour lui. Ivana secoua négativement la tête. Nous n'avons plus le temps. Vous passerez l'épreuve à sa place. Rassurez-vous, ça ne sera pas très difficile, à condition de survivre. Comment ça, si on survit? C'est une blague, n'est-ce pas? Hasardai-je. Non, affirma Ivana. Je ne plaisante jamais avec l'épreuve de la forêt des sortilèges. Je lâchai de nouveau ma cuillère. La forêt des sortilèges? C'est quoi encore? Ivana allait répondre quand la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Un courant d'air glacial s'engouffra dans la cuisine, et une créature, couverte d'une épaisse fourrure noire, apparut sur le seuil. La bête parcourut la pièce d'un regard mauvais, les babines retroussées sur des crocs pourris. Elle m'aperçut alors et bondit vers moi en poussant un grognement sauvage. J'étouffai un cri et tentai de fuir, mais dans ma précipitation, je fis chuter la chaise et m'affalai dessus. La créature était déjà sur moi. Elle planta ses crocs dans mon mollet. Aïe! J'entendis Ivana qui hurlait. Couchez, Lucas, couchez! La bête émit un grognement de protestation, mais obéit et lâcha mon mollet. Elle s'éloigna à reculons en haletant. Je m'adossai contre le mur et me redressai lentement, les yeux rivés sur la créature. Elle était accroupie. Sa face était étrangement humaine. En fait, elle ressemblait à un homme couvert de poils. « Allez, Lucas, couchez, sage !» La bête alla docilement vers l'âtre. « Il ne faut pas avoir peur de Lucas, me dit Ivana. C'est un gentil garçon. »« Quoi? Un gentil garçon ?» m'écriai-je. « Mais qui est-ce ?»« Je n'en sais trop rien, » répondit Ivana en adressant un large sourire à la créature velue. Lucas se mit à sautiller sur place. De temps en temps, il poussait des petits glapissements, comme un chien. « Il a été élevé par des loups, » reprit Ivana, « mais c'est un brave garçon. N'est-ce pas, Lucas ?» Lucas répondit par un gémissement plaintif. Ivana s'approcha de lui et caressa ses longs cheveux en bataille. Il s'écarta d'un bond pour avancer de nouveau vers moi. Lucas renifla mon pantalon, puis se glissa sous la table pour sentir les chaussures de Marie. Ma sœur remonta en hâte ses jambes sous son menton. « Va-t'en, Lucas !» ordonna Ivana. « Allez, oust !» Elle se tourna vers nous. « Il est toujours un peu curieux au début, mais il apprendra à vous connaître. »« Comment ça, il apprendra à nous connaître ?» s'étonna Marie en le regardant rejoindre Vif-Argent, près de la cheminée. « Lucas vous sera d'un grand secours quand vous serez dans la forêt des sortilèges, » déclara Ivana, toujours souriante. « Quoi? Il va venir avec nous ?» m'écriai-je. Ivana hocha vigoureusement la tête et ajouta d'une voix douce. « Il sera votre guide et il vous protégera. Il vous apportera toute l'aide dont vous aurez besoin. » Nous achevâmes de manger notre potage sous le regard curieux de Lucas et de Vif-Argent. Ils s'étaient assis côte à côte, dans une posture identique, et nous observaient en penchant la tête. Ivana nous conduisit ensuite dans une petite pièce pourvue seulement de 2 paillasses. « Vous allez dormir ici, » annonça-t-elle. « Mais, papa, » commença Marie. Ivana lui imposa le silence d'un geste. « Vous voulez découvrir le coffre en argent? Oui ou non? Vous voulez étonner votre père? Et qu'il soit fier de vous? » Marie et moi répondîmes d'un hochement de tête affirmatif. « Alors vous subirez l'épreuve, et si vous la remportez, je vous dirai comment trouver le coffre. » Elle déroula une couverture de laine écrue sur chaque paillasse. « Endormez-vous vite, dit-elle. L'épreuve commencera tôt, demain matin. » J'ouvris un œil, m'étirai et me tournai pour me blottir sous la couverture. Plus de couverture. Était-elle tombée par terre? Je frottais les yeux, le cerveau encore embrumé de sommeil. Combien de temps avais-je dormi? Le soleil brillait autour de moi. Je me redressai en bâillant et m'apprêtais à me lever. Plus de paillasse. Elle aussi avait disparu. « Que se passe-t-il » m'exclamai-je en réalisant que je n'étais plus dans la cabane. J'étais assis dans l'herbe, tout habillé. Je frottais de nouveau mes yeux, ébloui par la lumière vive. La végétation scintillait sous la rosée matinale. Je me levais engourdi, désorienté. J'étais entouré d'arbres. Mon sang se glaça. L'épreuve devait commencer tôt, me rappelai-je. Étais-je déjà dans la forêt des sortilèges?
Je me tournai vers Marie et lui demandai « Où sommes-nous » Je vis alors que ma sœur n'était pas là. J'étais seul, en pleine forêt. La panique versa des flots d'acide dans mes veines. « Marie » hurlai-je. Où était-elle? Et moi, où étais-je? « Marie! Marie! Marie !» L'appel mourut dans ma gorge. Je venais d'entendre un grognement, quelque part dans les fourrés. Les branchages craquèrent, et Lucas surgit du sous-bois en bondissant comme un lièvre. Je le vis pour la première fois se dresser sur ses jambes. Il m'adressa un semblant de sourire comme j'avançais vers lui. Je ne le lui rendis pas. « Où est Marie ?» demandai-je sur un ton sec. « Où est ma sœur ?» Il pencha la tête sur le côté, sans comprendre. « Marie !» hurlai-je. « Où est Marie ?»« Ici !» Je sursautai et fis une brusque volte-face. « Où es-tu » J'entrevis une masse de cheveux roux parmi la végétation, et la tête de ma sœur apparut derrière un fourré. « Je suis là, reprit-elle. Tu dormais encore, alors je suis partie explorer les environs. »« Tu aurais dû m'attendre ou me réveiller, j'ai failli mourir de peur, protestai-je. Je fonçai sans tarder vers elle. « Où sommes-nous? Où est passée la cabane d'Ivana ?»« Je n'en sais rien, dit-elle avec un haussement d'épaule. Nous étions seuls quand je me suis réveillé. » Lucas se mit à grogner dans notre dos. Je tournai la tête. Il fouillait le sol comme un chien. « Il est vraiment humain, à ton avis ?» chuchotai-je à Marie. Elle ne me répondit pas et désigna un point entre deux arbres. « J'ai découvert un sentier, Justine. Tu crois que nous devrions le suivre ?»« Je ne sais pas. D'ailleurs, Ivana nous a-t-elle parlé en détail de l'épreuve ?»« Non. Nous a-t-elle expliqué les règles? Nous a-t-elle dit ce que nous étions censés faire? » Non plus. « Je crois que nous sommes censés survivre, » déclara Marie d'un air vaguement inquiet. « D'accord, mais où va-t-on » m'écriai-je. J'étais très en colère. Je déteste être pris au dépourvu. Ça m'énerve plus que tout. Lucas poussa un autre grognement. Il arrêta de fouiller le sol et vint vers nous d'une démarche incertaine. Avec une bonne séance d'épilation, une coupe de cheveux correcte et des vêtements, il passerait presque pour un jeune homme convenable, pensai-je. Comme je l'observais, il se mit à sautiller en agitant un bras. « Qu'est-ce qu'il veut » demanda Marie. Lucas grognait et désignait un point entre les arbres. « Je pense qu'il veut qu'on suive, » suggérai-je. « Souviens-toi, Ivana a dit qu'il serait notre guide. » Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je haussai les épaules, fataliste. « Tu crois que nous avons le choix ?» Lucas nous entraîna dans un sentier au cœur de la forêt. Le chemin contourna un gros buisson au feuillage jaune. La face hirsute de Lucas apparaît un instant au-dessus des branchages. Puis, je ne le vis plus. Je saisis Marie par le bras. « Vite » intimai-je, « il ne faut pas le perdre de vue. » Nous nous précipitâmes derrière le buisson. 2 sacs à dos nous y attendaient. Une rapide inspection révéla qu'ils étaient vides. J'entendis un à ma sœur. « Ivana a dû les laisser pour nous, » dis-je. « Il n'y a rien dedans, mais prenons-les quand même. » Je lançai mon sac sur mon épaule et nous repartîmes au pas de course. Lucas poursuivait sa route de sa curieuse démarche sautillante. Il s'arrêta un instant pour flairer une racine et redémarra en poussant un léger grognement. Nous le suivions à quelques mètres de distance. De temps à autre, il se retournait pour s'assurer que nous étions toujours là. Le sentier traversa bientôt une étendue de roseaux et contourna une mare d'eau stagnante recouverte de nénuphars. Des myriades de moucherons voletaient au-dessus du chemin. L'atmosphère était moite et mon front se couvrit de gouttelettes de sueur. Lucas s'enfonça de nouveau en pleine forêt et nous guida vers un curieux bosquet d'arbres aux troncs blancs et lisses qui poussaient en grappes serrées. « Où nous emmène-t-il » chuchota Marie. J'étais bien incapable de lui répondre. Tout ce que je savais, c'était que Lucas nous avait entraînés au plus profond des bois. Nous nous frayâmes un passage entre les troncs et débouchâmes dans une clairière. Des rochers gris émergeaient de l'étendue herbeuse. Les arbres formaient comme une palissade encerclant les lieux. Tout à coup, quelque chose roula sous ma semelle. Je me penchai. Le sol était parsemé de grosses noisettes brunes. J'en ramassai une. « Tu as vu ça ?» lançai-je à Marie. Elle aussi avait ramassé une noisette, et elle la tournait entre ses doigts. « Elles doivent tomber des arbres, supposai-je. »« Elles sont grosses comme des œufs de poule, » remarqua Marie. « Je n'en ai jamais vu de cette taille. »« Elles sont chaudes, » m'exclamai-je.
Je levai les yeux vers le ciel et ajoutai. Ce doit être le soleil. Hé, qu'est-ce que c'est? Le cri de Marie me fit sursauter. Je vis alors une forme grise qui détalait à travers la clairière. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'un chien ou d'un gros chat. Non, c'était un écureuil. Il serrait une noisette entre ses pattes et bondissait vivement en direction des arbres. Hélas, Lucas venait de l'apercevoir lui aussi. Il redressa la tête, le regard fou, et émit un grognement sourd. Il bondit aussitôt vers l'animal qui abandonna sa prise et fila sans demander son reste. Lucas se laissa alors tomber à quatre pattes et s'élança à sa poursuite. « Non, Lucas, reviens !» ordonna Marie. Je joignis aussitôt ma voix à la sienne. « Reviens ici, Lucas !» Lucas disparaissait déjà dans le sous-bois. « Reviens, Lucas !» criai-je en me précipitant derrière lui. Ma voix rebondit sur les arbres environnants et revint en écho. « Reviens, Lucas !» Je percevais alors ces grognements et les craquements de la végétation qu'il piétinait en poursuivant l'écureuil. « Lucas ! Lucas !» Les appels de Marie résonnèrent eux aussi contre la voûte boisée. Bientôt, un véritable concert de cris s'éleva de la forêt comme si des centaines de voix imploraient Lucas de revenir vers nous. Je voulus me faufiler entre deux arbres à la suite de Marie, mais mon sac à dos resta coincé. Arrêté en plein élan, je perdis l'équilibre. « Lucas, reviens s'il te plaît !» Marie hurlait à tue-tête, à quelques mètres devant moi. Je fis une nouvelle tentative pour passer, mais mon sac restait accroché. Je le dégageai rageusement et trouvai enfin un passage plus large. Je rejoignis ma sœur quelques secondes plus tard. Elle était adossée contre un tronc d'arbre, haletante. « Où est-il » m'écriai-je. « Tu l'as vu ?»« Je l'ai perdu » lâcha-t-elle dans un souffle. Je dressai l'oreille. La forêt s'était tue. Plus de craquements, plus de grognements. Seul le bruissement doux du vent dans les feuillages troublait le silence. Je secouai la tête, découragé. « Pourquoi est-il parti ?» protesta Marie. « Il est notre guide. »« Il voulait vraiment attraper cet écureuil, » répondis-je doucement. « Mais il ne peut pas nous abandonner ainsi. »« C'est ce qu'il a fait pourtant, » soupirai-je. « Il faut le retrouver. Allons-y. »« Où veux-tu aller, Marie ?»« Il n'y a qu'à suivre ses traces. » Elle scruta attentivement le sol. Malheureusement, l'épais tapis de feuilles mortes n'avait conservé aucune empreinte de passage de Lucas. « Je crois qu'il est parti par là, » dit-elle en désignant un point entre les arbres. Je secouai de nouveau la tête et allai m'adosser à un tronc, les bras croisés. « Non, il faut se rendre à l'évidence, Marie. Nous n'avons aucun moyen de le retrouver. » Elle tourna dans tous les sens, gagnée par la panique. Je lui tapotai doucement l'épaule et fis un pas en direction de la clairière. « Hé, qu'est-ce que c'est ?» s'exclama brusquement ma sœur. « Quoi? Dans ta poche arrière ?» Je fouillai mes poches, intrigué, et trouvai une feuille de papier qui dépassait. Je la dépliai d'une main fébrile. « C'est un message, » annonçai-je. « C'est écrit tout petit. »« Alors lis-le. » Je parcourus rapidement le papier. « C'est un message d'Ivana, » m'exclamai-je. « Mais qu'est-ce qu'il dit ?» s'énerva Marie. Je lus à haute voix. « Chers enfants, gardez Lucas près de vous et vous remporterez l'épreuve. Ne le perdez surtout pas de vue. S'il vous fausse compagnie, vous êtes perdus. » Nous regagnâmes la clairière à pas lents, la tête basse. Les herbes ondulaient doucement sous la brise. Les grosses noisettes qui parsemaient le terrain roulaient sous nos semelles. Je tenais encore le message d'Ivana. Je le consultais une fois encore, avec l'espoir de m'être trompé en le lisant. Non. Je l'écrasais avec rage et le lançais au loin. Marie marchait à mes côtés. Un soleil éclatant brillait dans la clairière et nos vêtements étaient trempés de sueur. « Si on attend ici, Lucas va peut-être revenir, » suggéra-t-elle, les yeux remplis d'espoir. « Il ne reviendra pas, » répliquai-je. « Il doit être parti à des kilomètres à courir après son stupide écureuil. Et il nous a oubliés. »« Qu'est-ce qu'on fait alors ?» demanda Marie avec une légère pointe d'inquiétude dans la voix. « Et l'épreuve, comment va-t-on la réussir ?» Je secouai tristement la tête. « On ne peut plus réussir. La note était très claire à ce sujet. Sans Lucas, nous sommes fichus. »« On peut toujours essayer, » insista-t-elle. Marie força l'allure et se mit à traverser la clairière, décidée. Je lui emboîtai le pas. Nous avions à peine franchi quelques mètres qu'un bruit étrange résonna. C'était un claquement sec, comme un pétard qui explose, qui venait du sol.
Une deuxième détonation suivit immédiatement. Je tournai vivement la tête, m'attendant à voir Lucas surgir de la forêt. Je ne vis que la ligne serrée des arbres. Il y eut un autre claquement, et un autre, et un troisième encore. Ça crépitait tout autour de nous. La terre s'ouvre pour nous engloutir, pensai-je aussitôt. Je voyais déjà le sol s'ouvrir sur un gouffre béant, une crevasse noire où nous allions sombrer, Marie et moi. Un gouffre sans fond. Ah, j'aurais aimé n'avoir jamais entendu cette histoire. Marie saisit vivement mon bras et désigna le sol. La terre ne s'était pas entr'ouverte. Pourtant les crépitements retentissaient de plus belle. Je poussai un gémissement plaintif en réalisant que le sol ondulait. Je pouvais sentir les mouvements sous mes pieds. « Qu'est-ce qu'il se passe » gémit Marie en s'accrochant à moi. Le bruit enfla pour devenir assourdissant. L'herbe était soufflée comme sous l'effet d'explosions violentes. Je me bouchai les oreilles. « Ce sont les noisettes » hurlai-je. « Elles s'ouvrent !» En effet, elles craquaient et s'ouvraient en deux. Il y en avait des centaines. Le sol tremblait sous les crépitements. Je ne pouvais détacher mon regard de cet incroyable phénomène. Alors, ce que je vis sortir des coquilles m'arracha un cri d'horreur. Une noisette venait d'éclater à mes pieds. Je repérais de petites dents, un museau gris où brillaient de petits yeux noirs. Une créature s'extirpait lentement de la coquille, s'aidant de ses pattes fragiles. C'était une créature grise avec une fourrure douce. « Une souris !» m'exclamai-je. « Il y en a des centaines !» hurla Marie. Les coquilles explosaient et les souris en sortaient, leurs museaux humant l'air, révélant leurs petites dents pointues. Je restais immobile, tétanisé par ce spectacle. Les souris grouillaient autour de nous, laissant derrière elles des centaines de coquilles vides. « Ce ne sont pas des noisettes, mais des œufs !» m'écriai-je. « Mais c'est impossible, Justine. Les souris ne naissent pas dans les œufs, » protesta Marie. « Celles-là, personne ne les a prévenues, » répondis-je, livide. La clairière ondulait, traversée par de longs sillons gris. De véritables processions de rongeurs se déployaient dans tous les sens, évoluant à toute vitesse. Une souris escalada ma chaussure. « Il faut fuir !» hurlai-je à Marie en la poussant vivement vers les arbres. Mais les souris nous encerclaient. Comment bouger ? Des couinements aigus montaient du sol. Le vacarme devint vite assourdissant, insupportable. « Allez, courons !» criai-je. « Mais le sol en est tapissé. Si on court, on va les écraser. »« Oh !» Une souris venait de s'introduire dans la jambe de mon pantalon. Je sentais ses griffes minuscules à travers ma chaussette. Je perdis l'équilibre en voulant la chasser et tombai à genoux. D'autres rongeurs escaladèrent mon bras et mon dos. « Au secours !» Marie et moi avions crié en même temps. Je me tournai vers ma sœur. Elle agitait frénétiquement les bras. 2 souris couraient dans ses cheveux. Une autre était suspendue à son sweatshirt. « Aide-moi » hurla-t-elle d'une voix hystérique. J'allais me relever quand une bestiole entra sous mon pull. Ses petites pattes chatouillèrent ma peau, et je ressentis une douleur vive. Je lâchai un cri. Elle m'avait mordu. Les rongeurs envahissaient mes épaules, mon dos, mes jambes. Je les frappais rageusement pour m'en débarrasser, mais il y en avait trop. Elles escaladaient mes vêtements, grimpaient sur ma tête en poussant des couinements enragés. J'arrachai une souris et la lançai au loin. De nouvelles pattes me griffèrent le torse. Je ressentis une autre morsure. Et, déséquilibré, je tombai tête la première sur un matelas de souris. Impossible de les repousser. Elles étaient beaucoup trop nombreuses. Un flot de poils gris recouvrait aussi Marie, qui gesticulait et appelait désespérément au secours. J'aurais bien voulu lui venir en aide, mais comment me débarrasser de cette masse grouillante et couinante qui me maintenait plaqué au sol ? J'étais immobilisé, étouffé. « Assez, allez-vous-en » parvins-je à crier. J'ôtais nerveusement 2 souris qui couraient sur ma joue. J'en saisis une troisième et l'arrachai de mes cheveux. J'en balayai une autre de mon front. Je me débattais avec rage pour échapper à la vague qui me recouvrait. Je poussai un hurlement. Une grosse souris s'attaquait à mon oreille. Je la saisis et, sans le vouloir, l'écrasai dans mon poing. La bestiole poussa un léger grognement et cessa de se débattre. « Mais qu'est-ce que c'est » m'étonnai-je. Je venais de sentir un renflement dur sur le ventre du rongeur. Je portai la souris devant mes yeux et l'examinai. J'appuyai de nouveau sur son ventre et l'animal
se remit à gigoter. Je renouvelai l'opération. Là encore, la souris sembla s'évanouir. « C'est un interrupteur !» Je me tournai vers Marie. Elle était à genoux, luttant contre les rongeurs qui grouillaient sur elle. Son sweatshirt en était couvert. « Il y a un interrupteur !» lui criai-je. « Appuie sur leur ventre, tu peux les arrêter !» Je maîtrisai enfin la situation et le sentiment de panique disparut. J'attrapai 2 nouvelles souris et les mis rapidement hors d'état de nuire. « Elles ne sont pas réelles !» hurlai joyeusement. « Ce sont des jouets !» Marie était parvenue à se relever. Elle empoignait les souris les unes après les autres et les arrêtait. Elle aussi avait retrouvé son calme. « Ça, c'est bizarre, lança-t-elle. « Quittons la clairière, lui intimai-je, une fois débarrassé des bestioles. Il faut retrouver Lucas. » Marie saisit une souris qui grimpait sur son épaule et appuya sur l'interrupteur. « C'était ça l'épreuve » demanda-t-elle. « Tu crois qu'on a réussi ?»« Je n'en sais rien encore, » dis-je en scrutant les abords de la clairière. Je m'en fichais de cette maudite épreuve. Dans l'immédiat, je n'avais qu'une envie, fuir cet endroit au plus vite. Il y avait encore trop de souris dans le coin. Je me précipitai sur Marie, en éteignis une qui grimpait sur sa nuque et entraînai ma sœur vers les arbres. La masse grise s'égayait sur notre passage avec de petits cris effrayés. Nous en piétinions des dizaines, mais cela n'avait plus d'importance. Ce n'étaient que des automates. Nous étions presque arrivés à l'orée des bois quand je m'arrêtai brusquement. Une idée farfelue venait de me traverser l'esprit. Je me penchai et ramassai quelques souris. « Attends-moi » lançai-je à Marie. Elle ne m'écouta pas et continua de courir. « Attends, j'arrive » J'actionnai l'interrupteur des souris et les glissai prestement dans mon sac à dos. Je pourrais jouer de sacrés tours à notre retour à la maison. Elles étaient si réalistes. J'imaginais déjà la panique qu'elles allaient à coup sûr provoquer dans la classe de Madame Oslène. J'en récoltai ainsi une dizaine et repartis au pas de course. Je jetai un dernier coup d'œil derrière moi. Les souris étaient devenues folles. Elles tournaient en rond à une allure vertigineuse. Marie avait déjà atteint les premiers arbres. « Marie, attends, j'arrive !» Je fonçai à l'aveuglette en direction du sous-bois et trébuchai sur une racine. Je plongeai, peut-être la première, en plein dans un tronc d'arbre. Ouf! Je titubais sous la violence du choc. Des petits points lumineux se mirent à danser devant mes yeux et le décor devint blanc. Assommé, je pris appui sur le tronc. Un craquement sinistre se fit alors entendre. L'arbre que je venais de heurter s'écroulait. « Attention !» criai-je à Marie. Trop tard. Le gigantesque arbre blanc s'effondra sur elle.